tous depuis Perpignan. D'abord, je remercie très chaleureusement Jean-Jacques Junin-Burger et les collègues de Chambéry d'avoir permis à ce colloque d'exister. Et je voudrais aussi associer, si vous le voulez bien, à notre commémoration, les amis qui ne sont pas là, comme Claude Gilbert Dubois, qui a été un des piliers des CRI, et aussi, hélas, ceux qui ne sont plus là, mais qui ont été des Durandiens de la première heure. En ce qui me concerne, je pense à mes amis, Elder Godinho, hélas disparu il y a 1 an, Victor Jabouille et Arlette Chemin. Revenons-en à notre propos, si vous le voulez. C'est une banalité de dire que nous sommes dans une culture et dans une société à dominante dualiste. Le problème, c'est que justement parce qu'elle est dualiste, elle tend souvent à poser les problématiques en termes d'opposition et par dérivation, en termes de hiérarchisation, de compétition, tout à fait préjudiciable finalement à une avancée sereine de l'épistémologie et à une construction de l'architecture cognitive. Mais bon, ne soyons quand même pas trop dualistes nous-mêmes dans notre propos. Et ce serait sans doute une bonne base pour lancer notre discussion de partir de l'idée que dans notre imaginaire coexiste une pensée unitariste pour laquelle tout n'est qu'objet de conviction et une pensée naturaliste pour laquelle tout devrait être objet de certitude. Ces deux formes de pensée, d'ailleurs, n'en faisant qu'une pour nous au quotidien. Et il n'y a donc pas lieu d'opposer la pensée unitariste des peuples premiers et la pensée dualiste de notre Europe occidentale. Il y a de l'unitariste, ce que Philippe Descola appelle de l'animiste, dans la pensée dualiste, et il y a du rationnel dans la pensée des peuples premiers. De même que dans la figure du Taïki, il y a un point blanc dans le noir et un point noir dans le blanc pour rappeler que tout est relié. Allons plus loin si vous le voulez. Il n'est sans doute pas opportun ni juste de charger l'Occident de tous les maux qui vont avec le dualisme. Certes, la pensée dualiste s'est développée en Occident, mais c'est aussi l'Occident qui a le plus intégré, regardé avec bienveillance et objectivité les autres points de vue, grâce justement au dualisme de la rationalité scientifique qui nous a permis d'arriver où nous en sommes. D'ailleurs, l'anthropologie d'un Philippe Descola, celle d'un Lévi-Strauss, sont issues précisément de ce rationalisme initial qui admet la tolérance, la critique et qui permet qu'on le dépasse. Et dans l'histoire de l'humanité, tous les systèmes de pensée, toutes les croyances, toutes les idéologies ne peuvent pas en dire autant. Si Aristote, souvent décrié certes, n'avait pas ouvert la voie en Occident pour apprendre simplement à penser le général et le particulier, la dialectique du même et de l'autre, aujourd'hui, nous ne penserions pas aussi bien. De façon plus générale, au moins dans le domaine de la recherche scientifique, le temps semble être enfin plus à la réconciliation qu'à l'opposition. Et de plus en plus de voix, et on le sait bien au CRI, se sont fait entendre pour prôner une synergie entre ce que Charles Snow appelle les deux cultures, sciences humaines d'un côté, sciences exactes de l'autre. Gerald Dalton, dont on parlait ce matin, souligne, je cite, que le raisonnement scientifique est un dialogue exploratoire qui est toujours susceptible d'être résolu en deux voies ou deux moments de la pensée, l'imaginatif et le critique, en alternance et en interaction. Sur ce point, par exemple, vous remarquerez qu'il est réconfortant de voir Jean-Pierre Changeux, qu'on avait connu sur des positions plus scientistes dans l'homme neuronal, écrire dans sa préface à un livre de Stanislas Dehaene, je cite, « Sans doute à cause du dualisme platonicien, la tradition occidentale a établi un clivage, que je n'hésiterai pas à qualifier de tragique, entre les sciences de l'homme et les sciences biologiques. » Tous ces chercheurs ont souligné la nécessité d'une science
polysémique, comme on le disait ce matin, d'un dialogue qui corresponde maintenant à une réalité mise en évidence par les neurosciences, à savoir nous sommes reliés dans les schémas de nos neurones et aussi par-delà notre corps, reliés au cosmos qui nous entoure. Tout ceci est maintenant confirmé par les neurosciences et par la mise en évidence, en particulier du connectome, qui rend particulièrement obsolète ou partiellement obsolète les théories localisationnistes et aussi la fameuse théorie des 3 cerveaux de McNeill. On préfère parler maintenant de triunité. Alors là encore, Gilbert Durand avait bien repéré l'importance des schémas relationnels, jusqu'à leur donner, comme on sait, une part capitale dans ces structures anthropologiques de l'imaginaire, en particulier avec une nocturne synthétique, qui est fondée sur une base relationnelle. Paradoxalement, ce n'est donc peut-être pas de la voie royale des sciences exactes et de leur accompagnement technologique que viendra la solution, ou pas seulement par là, mais plutôt, ou peut-être aussi, par des chemins de traverse, ceux qu'ont emprunté l'anthropologie et plus particulièrement l'ethnologie. L'ethnologie nous a appris, en particulier là aussi avec les travaux de Philippe Descola, qu'il y a eu des bifurcations dans les groupes humains depuis le Paléolithique et que ces ruptures ont conduit à des imaginaires différents. Ainsi, celui des peuples premiers n'est pas un état primitif de l'imaginaire contemporain, mais bien un autrement, une autre façon de voir le monde. On a eu un peu de mal à l'intégrer en Occident, mais on voit par contre l'intuition remarquable de Gilbert Durand quand, dès les années 60, il dénonçait cette chance. Il dénonçait cette chance de rester femme qui a été partiellement manquée par notre culture. Dans ces structures anthropologiques de l'imaginaire, il explicite ce qu'il entend par là avec sa problématique des 2 régimes de l'imaginaire. Alors, le régime nocturne mystique, comme vous savez, est associé aux réflexes à dominante digestive, les schèmes de fusion, la volonté de se fondre dans plus grand que soi ou de se laisser digérer, entre guillemets, par les figures de la mer. Et il relève d'un animisme, selon la typologie de Philippe Descola. Le régime diurne héroïque, lui, est une constellation d'images qui repose sur des réflexes à dominante posturale, les schèmes de l'ascension, fondés sur une distinction et une séparation, voire une opposition. Il relève donc d'une pensée dualiste, toujours selon Descola. Et tous deux sont mis en tension dynamique, en relation, et c'est le régime nocturne synthétique qui en rend compte à travers un réseau, une mise en réseau et un tissage. Alors on peut remarquer 2 choses. La première, c'est que le régime héroïque suppose une distinction entre le moi et l'autre, ou le moi et le monde, alors que le régime nocturne mystique ne présuppose pas la présence d'un moi observateur, puisque celui-ci fusionne avec le monde, comme on l'observe dans les mythologies des sociétés premières. Deuxième remarque, on pourrait établir une analogie entre la pensée symbolique, comme production du cerveau, et le cerveau lui-même. La distinction entre les 2 hémisphères spécialisés, gauche et droit, est à rapprocher de la distinction régime diurne, régime nocturne, même si je sais bien que c'est plus compliqué que cela maintenant et qu'on n'est pas aussi radical dans la partition gauche-droit. Et quant au régime nocturne synthétique, lui, il repose sur une base relationnelle comme le connectome. Alors, partant de là, les neurosciences ont accompli une avancée déterminante, en particulier avec les travaux d'Antonio Damasio,
en établissant à partir de 1980 que les émotions ne sont pas un obstacle, mais un support indispensable à l'intelligence. Et à partir des années 80, les neurosciences mettent en évidence le fait que les stratégies mentales ne sont qu'en partie réductibles à un ensemble de procédures logiques. En fait, le cerveau humain, comme on le disait ce matin, comme le disait Philippe Walter, le cerveau humain est polymorphe. Il a recours à une grande panoplie de stratégies d'appréhension du monde. Alors des stratégies plus ou moins fiables d'ailleurs, l'analogie, l'induction, l'abduction. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles sont irréductibles à un modèle unique. L'IRM fonctionnel nous montre alors que les expériences imaginaires sont perçues par nous comme des expériences réelles. Que je vois mon chat ou que je pense à mon chat, que je me le représente en imagination, c'est la même zone du cerveau qui est activée. Il existe donc une continuité neurale entre imaginer qu'on agit, rêver qu'on agit et agir de façon motrice. Une autre activité fondamentale de notre cerveau consiste donc à assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre du corps. Pour y parvenir, notre cerveau est connecté à des organes sensoriels qui nous retransmettent les modifications notables du monde extérieur avant qu'elles ne deviennent une menace. Alors pour cela, nous avons besoin du cortex frontal. Quand nous voulons nous faire une image de nous-mêmes et de notre position dans le monde. Ce qui d'ailleurs, on le notera, est une posture typiquement dualiste à l'occidental. Mais nous en avons besoin aussi quand nous nous mettons à la place des autres, par empathie, ce qui relève cette fois davantage d'une posture mystique, fusionnelle et animiste, pour utiliser le vocabulaire de Philippe Descola. Et c'est bien dans ce rôle que sont les neurones miroirs, justement. Les neurones miroirs repérés par Rizzolatti dans les années 90. En tant que reflet dans notre cerveau de ce que nous observons chez les autres, les neurones miroirs sont donc les marqueurs de la complexité dans notre psyché. Ils sont à la fois les moteurs de son apprentissage et les vecteurs de sa complexité. Ainsi, on découvre que c'est grâce aux neurones miroirs que notre appareil neuronal s'est structuré pendant les 2 ou 3 années qui ont suivi notre naissance, par mimétisme, par rapport à nos parents ou par rapport à des personnes qui se sont occupées de nous. Puis, pendant notre éducation, par mimétisme, par rapport à des personnes qui ont compté pour nous, nos professeurs, nos amis. Et si ce processus mimétique ne se met pas en place pour une raison quelconque, l'individu concerné sera presque sûrement psychotique. Les neurones miroirs, vous le voyez, sont donc à la base de l'empathie, de la relation, de la compassion, de la culture. Ils nous permettent de découvrir, d'apprendre l'autre en le désirant ou en le rejetant. Ils facilitent la coopération. Nous nous rendons sympathiques en imitant nos semblables. Et c'est peut-être là qu'on trouve le miracle de l'émergence d'Homo sapiens. Parce que les animaux ont aussi ce lien corps-cerveau associé à la notion de survie. Mais seul, l'homme a géré sa relation au monde en généraliste et non pas en spécialiste comme les animaux. Il a élargi sa vision du monde. C'est ce qu'il a affirmé comme un artiste de l'échange et de l'intégration, quand il le veut bien. D'où le passage obligé, par ses erreurs,
ces tâtonnements. Et dans ce contexte, avoir de l'imagination, c'est d'abord être capable de fabriquer un grand nombre de concepts qui seront presque instantanément détruits par une vérification sommaire. L'imagination créatrice sera capable de jauger, d'évaluer dans ces images qui défilent celle qui, étant originale, mérite seule le nom de pensée. Alors sur ce plan, une hypothèse intéressante pour expliquer ce cheminement long et difficile de la psyché humaine, une hypothèse est précisément proposée par les neurosciences et par le rôle de l'ensemble limbique, cortex singulaire, amygdale, hippocampe. Le cortex singulaire, confronté à des situations qu'il ne maîtrise pas, et elles ne manquent pas de la préhistoire au temps moderne, envoie un signal qui déclenche chez l'individu une réaction de stress et d'angoisse au niveau de l'amygdale. Puis, pour éliminer l'angoisse, le cortex préfrontal cherche du sens dans le monde qui nous entoure, d'où les rites, les mythes, la religion, la philosophie, la science. Sur cette base, vous le voyez, l'essence de la religion, par exemple, ce n'est pas seulement « je crois en quelque chose », c'est aussi « je crois que les autres croient la même chose que moi », ce qui est une musique délicieuse et rassurante pour le cortex singulaire. Les neurosciences nous montrent ainsi qu'une partie centrale de notre cerveau a mis des millions d'années à se développer uniquement pour déceler du sens autour de nous. Et cela s'est fait en partie grâce aux neurones miroirs, avec deux avantages majeurs de ces neurones miroirs. Le premier, c'est que l'effet mimétique apaise le stress du cortex singulaire. Et aussi, le deuxième avantage, c'est que le mimétisme, le recours à l'analogie, ont le don de rendre les autres plus empathiques, plus compassionnels, plus capables d'adopter le point de vue d'autrui. C'est là où on mesure le rôle de l'analogie dans les processus cognitifs. Comme l'ont bien vu Hofstadter et Sanders dans leur livre « L'analogie, cœur de la pensée », et contrairement aux caricatures en leur temps de Sokal et Brigmont, elle tient, on peut dire, une place centrale dans notre compréhension du monde symbolique. Nous accédons alors à une capacité d'ouverture, d'accumulation des expériences par la communication à travers le travail des neurones miroirs. L'objectif est bien, pour Homo sapiens, de générer une image intérieure élargie qui témoigne de ce qui compte dans la vie en commun. La confiance, l'amour, l'estime mutuelle, le sentiment de dépendre les uns des autres, la stratégie de groupe, le sentiment d'être responsable les uns des autres. C'est comme cela que Harari, par exemple, explique l'émergence des mythes. Comment est-ce que Sapiens réussit à franchir le seuil critique de la tribu à l'empire, de l'individu au peuple? Justement, le secret réside dans l'apparition de la fiction. De grands groupes d'individus peuvent alors coopérer avec succès s'ils croient à des mythes communs, à des valeurs communes. Les réseaux de coopération humaine, vous le voyez, sont des ordres imaginaires. Et je cite Harari, dans Sapiens, les normes sociales qui les sous-tendent reposent sur l'adhésion à des mythes partagés qui soutiennent des empires entiers. Ces principes universels n'ont aucune valeur objective, ils reposent sur l'imagination de Sapiens
et sur les mythes qu'il invente et se raconte. Donc, l'émergence de l'humanité est caractérisée par le passage des sensations au symbole, dans un double mouvement d'élargissement et de complexification. Ce qui est toujours rationnel dans l'information de base donnée par les neurones ne l'est plus dans les processus symboliques de haut niveau, comme les mythes, comme le bouddhisme zen, comme la mystique, etc. Le processus de cognition passe donc par plusieurs niveaux d'organisation de plus en plus complexes, depuis la sensation jusqu'au symbole. Douglas Hofstadter a très bien défini cette problématique. Je le cite. Je suis convaincu que les explications des phénomènes émergents de nos cerveaux, les idées, les images, le libre arbitre, la conscience, reposent sur une sorte de boucle étrange, une interaction entre le niveau supérieur, entre parenthèses les images symboliques, et le niveau inférieur, neural, tous deux étant déterminés l'un par l'autre. Il y aurait donc une résonance. Le moi naît dès qu'il a le pouvoir de se refléter. Bon, j'aime pas trop cette idée de niveau supérieur et de niveau inférieur, mais il me semble par contre que l'architecture proposée est extrêmement intéressante. Et dans la même ligne, le biologiste Vilayanur Ramachandran fait l'hypothèse que le cerveau aurait acquis chez l'homme une nouvelle compétence qui serait de transformer des informations issues des aires sensorielles en méta-représentations, des représentations de représentations conduisant à la pensée symbolique. Et on remarquera justement que pour Gilbert Durand, le schème, c'est précisément cela, c'est-à-dire le symbole moteur qui est à la racine de la figuration symbolique. Il fait la jonction entre les réflexes et les représentations. Et j'en viens à la partie proprement méthodologique de mon propos, puisque dans ce contexte de complexification, les sciences humaines, loin de s'opposer aux sciences exactes, ont vocation à travailler avec elles, en synergie. Et mieux, dans leur nouvelle ambition existentielle, qui est de comprendre comment notre cerveau réagit aux notions de destin, d'incertitude, de mort et de survie, puisque les neurosciences ont maintenant cette ambition. Eh bien, pour y parvenir, les neurosciences ne peuvent pas se passer du regard des spécialistes de la symbolique des images. Et où est-ce que ceux-ci puisent leur stock de référence? Eh bien, dans la littérature et dans les arts, essentiellement, c'est-à-dire dans ces produits privilégiés de l'imaginaire humain. Comme l'écrit Edward Wilson, je cite, « La science a besoin de l'intuition et de la puissance métaphorique des arts, et ceux-ci ont besoin du sang neuf apporté par la science. » Lorsque Jérôme Brunner, pionnier, comme vous savez, de la psychologie cognitive, veut définir sa discipline, il écrit, je le cite, « L'exploration des états mentaux des êtres humains, leurs rêves, leurs imaginations, leur culture, je la trouvais davantage dans la littérature, le théâtre, la poésie, que dans la psychologie. » Cela revient à dire que dans le courant cognitif actuel, on comprend aussi bien les états mentaux par la littérature que par la psychologie, la biologie ou les neurosciences. Aussi bien. Car, comme l'écrit, encore une fois, Douglas Hofstadter, que je cite, dans le monde du vivant, le seuil magique de l'universalité de la représentation est franchi sitôt que le répertoire des symboles d'un système
devient extensible sans limite évidente. Les systèmes qui sont au-dessus de ce seuil ont la capacité de modéliser en eux les autres êtres qu'ils rencontrent, voire de créer de toutes pièces des êtres imaginaires. Est-ce qu'il ne vient pas de nous donner exactement la définition de ce que c'est que l'activité romanesque? En ceci, la littérature, donc, et les arts sont sans doute la meilleure analogie de notre propre complexité. Il est intéressant de remarquer que la structure d'un texte est en quelque sorte en miroir avec celle du cerveau qui l'a produite et avec le cerveau qui la découvre en la lisant. Certes, le texte est ne varietur, mais dans une forme de négantropie, il génère une profusion d'interprétations chez les lecteurs. Et on a longuement et brillamment ce matin parlé de la négantropie. Eh bien, vous voyez, on en a encore une illustration ici. Ce qui explique la force vitale d'un poème ou d'un roman, c'est justement cette complexité qui le rend immortel, toujours renaissant, comme le phénix. Il vit dès qu'on le regarde. De même, une œuvre musicale revit, émerge chaque fois qu'elle est interprétée. La romancière George Eliot écrivait, je la cite, « L'art est la chose la plus proche de la vie ». C'est tout à fait profond dans ce contexte. Il y a une intuition magnifique ici. Le domaine artistique, vous le voyez, constitue un espace privilégié parce que c'est un espace paroxystique en quelque sorte pour comprendre l'architecture cognitive. D'où l'intuition de Gilbert Durand de donner toute leur place à la littérature et aux arts, mais aussi à la sociologie, à la philosophie, dans les centres de recherche sur l'imaginaire, et d'où son souhait d'écrire très rapidement un livre sur l'imaginaire de la Chartreuse de Parme, en application, si je puis dire, de ces structures anthropologiques de l'imaginaire. D'où aussi la pluralité assumée des disciplines, en particulier, alors, comme ce matin on le remarquait, M. Araujo le faisait remarquer, mais au colloque de Cordoue par exemple, mais aussi par exemple dans les Tagungen d'Eranos. Pour conclure, je voudrais élargir le débat. On le voit, on le sait, le problème de notre monde contemporain, c'est que nos vies sont de plus en plus vécues, si je puis dire, par procuration, dans une forme de passivité, comme des consommateurs, à travers le spectacle des images, une espèce de profusion d'images. Le corollaire, évidemment, de cette situation, c'est la perte du sens. Et pour survivre, quand on voit que justement la grande préoccupation, si je puis dire, du cortex singulaire, c'était de trouver du sens, pour survivre, il est impératif de reconstruire du sens dans nos vies. L'effort conjoint des neurosciences et des sciences de l'imaginaire peut peut-être nous proposer une solution pour y parvenir. Et cette solution serait de promouvoir une fonction essentielle du savoir qui a été laissée de côté par la modernité, à savoir créer de l'émerveillement, du Thomazein, comme disaient les Grecs. Il suffit de voir, par exemple, grâce à l'IRM fonctionnel, le feu d'artifice des extraordinaires circonvolutions du connectome humain pour être émerveillé, au même titre qu'on peut être émerveillé devant un tableau de Turner ou de Sisley. Dans les deux cas, nous sommes saisis, nous sommes emportés par, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler le sublime, le plus grand que nous. Et là, bien sûr, l'imaginaire littéraire, l'imaginaire artistique a toute sa place. C'était déjà, comme vous savez, la leçon du syndrome de Stendhal. Et cela revient à ressentir le sens du sacré dans le monde, mais le sens du sacré en nous aussi en même temps. Puissent les sciences de l'imaginaire, conjointes aux neurosciences, dans un équilibre retrouvé, dans une éthique restaurée, nous aider à y parvenir. Je vous remercie de votre attention.